Je me suis effondré à cause d'un anévrisme cérébral. Je me suis réveillé seul dans l'unité de soins intensifs. Ma famille était partie et avait pris l'avion pour Aspen pour la fête de fiançailles de mon frère. 9 jours plus tard, ma mère est revenue en exigeant une sortie. La réception lui a remis le registre des visiteurs. Son visage a blêmi jusqu'à ce qu'elle voie un nom. Chaque nuit sans exception. Mon nom est Camille Thornton. J'ai 31 ans. Il y a 2 semaines, j'ai été retrouvée inconsciente dans le parking de mon immeuble de bureau à 10h38 du soir. Rupture d'anévrisme cérébral. Les ambulanciers ont dit que 20 minutes de plus et je serais parti. Ma mère a reçu l'appel à 11h15 du soir. Elle est arrivée à l'hôpital vers minuit. Elle est restée pendant 41 minutes. Puis elle est partie car la fête de fiançailles de mon frère à Aspen ne pouvait pas être reportée. Le traiteur avait déjà été payé. J'avais payé le traiteur. J'ai passé 9 jours seul dans l'unité de soins intensifs. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand j'ai finalement ouvert les yeux, l'infirmière s'est assise à côté de moi et m'a tendu une tablette. Le registre des visiteurs, a-t-elle dit doucement. Vous devriez voir ce nom. 9 nuits de suite. Une femme dont je n'avais jamais entendu parler. Une femme qui s'est assise dans le couloir devant ma porte vitrée jusqu'à 2h00 du matin chaque nuit. Qui a laissé des fleurs fraîches au poste des infirmières avec un mot qui disait « pour la chambre 508 ». Qui a payé l'intégralité de ma facture médicale de $214 000 par virement depuis un compte en fiducie et a demandé à l'hôpital de ne jamais révéler son identité. Quand ma mère est finalement revenue d'Aspen et a vu ce nom sur le registre des visiteurs, elle a fait tomber son sac Louis Vuitton sur le sol et ne l'a pas ramassé. Son visage a pris la couleur de la cendre. Elle savait exactement qui était cette femme. Elle avait passé 31 ans à s'assurer que je ne le saurais jamais. Un mercredi sur 2, ma mère appelle, non pas pour demander comment je vais, non pas pour voir si je mange, si je dors ou si je survis. Le mercredi à 7h00 du soir, c'est le moment où Lorraine Thornton revoit le budget. Camille, ma chérie, a-t-elle dit avec cette voix de miel particulière qu'elle utilise quand le chiffre va être grand. Le lieu de la fête de fiançailles de Nathan veut un autre acompte. Cela fait $6,500. Et il a besoin d'un nouveau costume. Tu sais, Nathan, il ne peut pas porter du prêt-à-porter pour sa propre fête. C'est encore $1,800. Oh, et le renouvellement de l'abonnement de golf de ton père est à payer. $3,200. J'ai fait le calcul pendant qu'elle parlait. $6,000. $500 plus $1,000. $800 plus $3,200. Cela fait $11,500 en plus des $1,200 que j'envoie déjà chaque mois. Maman, c'est beaucoup. Je viens de couvrir l'assurance automobile de Nathan la semaine dernière. Son ton a changé. Juste d'1 degré. Juste assez pour le sentir. Camille, ton frère va se fiancer. C'est un événement familial. Tu n'as pas de prêt hypothécaire. Tu n'as pas d'enfant. Nathan a des responsabilités maintenant. Il a Kendra. Il a un avenir. La moindre des choses que tu puisses faire est de soutenir ta famille. Je voulais dire que j'ai bel et bien un prêt hypothécaire en réalité, sur un appartement que je peux à peine me permettre parce que je continue de vider mes économies pour vous. Je voulais dire que Nathan a 28 ans et n'a jamais gardé un emploi plus de 7 mois. Je voulais dire que je soutiens cette famille depuis que j'ai 23 ans et que je suis fatigué. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Je ne le fais jamais. Je l'enverrai vendredi, ai-je dit. Ce soir serait mieux. Le lieu facture des pénalités de retard après jeudi. Après qu'elle a raccroché, j'ai ouvert le tableau que je tiens depuis que j'ai 24 ans. Cette année de transfert, chaque dollar, chaque soi-disant urgence, chaque promesse que ce serait la dernière fois. J'ai fait défiler jusqu'en bas. Total, $23,600. Je gagne $118 000 par an en tant qu'architecte principal chez Ridgewell et Associés. Après impôts, cela fait environ $88 000. J'ai envoyé à la maison une moyenne de $29 000 par an. Cela représente 33% de mon salaire net. Pendant 7 ans, j'ai fait défiler la colonne des motifs. Le loyer de Nathan, les dettes de carte de crédit de Nathan, l'avocat de Nathan pour conduite en état d'ivresse, l'abonnement à la salle de sport de Nathan, le week-end de Nathan à Las Vegas.
Le voyage d'anniversaire de la petite amie de Nathan à Miami qu'il devait absolument payer sinon elle le quitterait. Elle l'a quand même quitté. Puis Kendra est arrivée et tout a recommencé. La bague de Kendra, le dîner des parents de Kendra, la fête prénuptiale de Kendra, la nouvelle garde-robe de Nathan parce que la famille de Kendra a de l'argent et qu'il ne peut pas avoir l'air pauvre. 85% de mon tableau portait le nom de mon frère. Mon téléphone a vibré. Un message de Nathan. Une capture d'écran d'un complexe hôtelier à Aspen. Vue sur la montagne. Bain à remous à débordement. Fenêtre du sol au plafond. Mon frère, cet endroit est incroyable. Une fête de fiançailles ici serait légendaire. Maman a dit que tu couvrirais le reste pour le lieu. Ce n'est que 14 000 $ de plus. Tu es la meilleure, petite sœur. Seulement 14 000 $. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis quelque chose en moi s'est fissuré. Pas cassé, fissuré. Comme un mur qui retient l'eau depuis des années et qui a finalement une micro-fissure. J'ai tapé, je ne peux pas faire 14 000 $, Nathan. J'ai déjà envoyé presque 12 000 $ pour cette fête. Cela doit suffire. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Sérieusement, tu gagnes un salaire à 6 chiffres et tu ne peux pas aider ton propre frère. La famille de Kendra va être là. Tu veux que j'aie l'air fauché devant eux? Je n'ai pas répondu. 20 minutes plus tard, ma mère a appelé. Camille, qu'est-ce que c'est que cette histoire de refuser d'aider Nathan après tout ce que cette famille a fait pour toi? Tout ce que cette famille a fait pour moi. J'avais envie de rire. À la place, j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant. Non, maman. Je ne peux pas envoyer plus d'argent ce mois-ci. J'en ai fini. Silence. Un long et froid silence. Très bien, mais ne viens pas pleurer vers nous quand tu auras besoin de quelque chose. Elle a raccroché. C'était le 3 octobre. Pendant les 6 semaines suivantes, personne dans ma famille ne m'a appelé. Ni ma mère, ni mon père, ni Nathan. Un silence complet. J'avais finalement dit non. Et ils m'ont effacé. Le silence aurait dû être paisible. Au lieu de cela, il m'a seulement fait travailler plus dur. Je me suis jeté à corps perdu dans le projet de la tour Matsuda, la plus grosse commande que Ridgewell et Associés aient jamais obtenue. Un complexe à usage mixte de 340 millions de $ au centre-ville de Denver. J'étais l'architecte principal, 127 dessins, coordination structurelle avec 4 cabinets d'ingénierie, présentation aux clients chaque semaine, examen par le conseil municipal le 2 décembre. Je travaillais des journées de 16 heures. Je dormais sur le canapé de mon bureau 3 nuits par semaine. Je mangeais des biscuits de distributeur automatique pour le dîner. J'ai perdu 11 livres en 5 semaines. Mes mains ont commencé à trembler au cours de la 4e semaine. Un léger tremblement que je ne pouvais voir que lorsque je tenais ma tasse de café. Mon collègue Derek l'a remarqué. Il s'est arrêté à mon bureau à 9h00 du soir un mardi. Camille, à quand remonte la dernière fois où tu es rentré chez toi? Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis un mois. La présentation pour Matsuda est vendredi. Je dormirai après ça. Il m'a regardé pendant un long moment. Puis il a laissé une barre de céréales sur mon bureau et s'est éloigné. Le 14 novembre à 10h38 du soir, je marchais vers ma voiture dans le parking. Niveau 3, place 47. Je me souviens du numéro parce que je l'ai fixé peint sur le béton pendant que mes jambes cessaient de fonctionner. Ma vision est devenue blanche, pas noire, blanche, comme si quelqu'un avait mis la luminosité au maximum. J'ai senti quelque chose se rompre à l'intérieur de mon crâne. Pas exactement de la douleur, une pression comme un ballon qui se gonfle derrière mon œil gauche. J'ai pensé très clairement, c'est ainsi que je meurs. Seul dans un parking avec un emballage de barres de céréales dans ma poche. L'agent de sécurité m'a trouvé à 10h51 du soir sur les images de surveillance. À 11h02 du soir, j'étais dans une ambulance. À 11h40 du soir, j'étais aux urgences de l'hôpital presbytérien de Denver. Diagnostic, rupture d'anévrisme cérébral avec hémorragie sous-arachnoïdienne. Les urgences ont appelé mon contact d'urgence à 11h15 du soir. Ma mère a répondu à la 4e sonnerie. L'hôpital m'a dit plus tard ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle va s'en sortir?
Nous la stabilisons en ce moment. Madame, c'est grave. Nous recommandons que la famille vienne le plus vite possible. Mes parents vivent à Aurora. C'est à 25 minutes en voiture. Ils sont arrivés à minuit. Ma mère, mon père et Nathan. Ils sont restés pendant 41 minutes. J'étais inconsciente, donc je n'ai rien vu de tout cela. Mais l'infirmière de l'unité de soins intensifs, Rosa Gutiérrez, 28 ans, 4 ans d'ancienneté, m'a tout raconté. Et les caméras de l'hôpital ont capturé le reste. Nathan n'est pas entré dans ma chambre. Il s'est assis dans la salle d'attente en regardant des vidéos sur son téléphone avec le volume à fond jusqu'à ce qu'une autre famille lui demande de baisser le son. Mon père s'est tenu dans le couloir, les bras croisés, regardant le sol. Il n'a parlé à personne. Ma mère a parlé au docteur Abernathy pendant environ 15 minutes. Puis elle est entrée dans ma chambre, m'a regardé entouré de tubes et de fils, et a vérifié son téléphone. À 12h41 du matin, ils sont partis. 41 minutes. Rosa m'a dit ce qu'elle a entendu dans le couloir avant qu'ils ne sortent. Le docteur a dit qu'elle est stable pour le moment, a dit ma mère à mon père. Stable veut dire qu'elle ne va pas mourir, n'est-ce pas? Nous pouvons encore prendre le vol demain. Le lieu de la fête ne gardera pas la date au-delà de samedi. Si nous n'y allons pas maintenant, nous perdons la compte. Camille l'a payé. Nous ne pouvons pas gaspiller son argent. Une pause. Mon père a dit quelque chose que Rosa ne pouvait pas entendre. Elle comprendra, a dit ma mère. Elle a toujours été la plus forte. Elle n'a pas besoin que nous restions assis à la regarder. Elle a besoin que nous fassions en sorte que les choses continuent de tourner. Stable pour le moment est ce que le docteur Abernathy a réellement dit. Ce qu'il a également dit, c'est que les prochaines 72 heures étaient critiques. Qu'il y avait un risque important de vasospasme, de nouveaux saignements et de lésions cérébrales secondaires. Qu'elle devait être étroitement surveillée. Ma mère a entendu stable. Elle a réarrangé le reste. À 6h15 du matin le lendemain, alors que je reposais inconsciente dans la chambre 508, ma mère m'a laissé un message vocal. 11 secondes. Camille. Chérie, les médecins disent que tu es stable. Nous devons prendre l'avion pour Aspen pour la fête de fiançailles de Nathan. Tu sais à quel point c'est important. Les billets sont réservés et le lieu est confirmé. J'appellerai l'hôpital pour prendre de tes nouvelles. Repose-toi bien. Nous serons de retour la semaine prochaine. 11 secondes. Elle n'a pas dit je t'aime. Elle n'a pas dit j'ai peur. Elle a dit la fête de fiançailles de Nathan, et puis elle a raccroché. À 2.3040 de l'après-midi, ce jour-là, alors qu'on m'emmenait d'urgence pour une tomodensitométrie parce que ma pression intracrânienne montait en flèche, Nathan a publié une histoire sur les réseaux sociaux. Une photo de 3 à l'aéroport de Denver, porte B12, vol de la compagnie United pour Aspen. Ma mère dans un manteau garni de fourrure. Mon père ayant l'air mal à l'aise. Nathan au milieu, souriant de toutes ses dents, le bras autour de Kendra. Légende, week-end de fête de fiançailles. C'est parti. À 8h20 du soir. Ce soir-là, une femme est entrée à l'hôpital presbytérien de Denver. Elle s'est approchée de la réception. Chambre 508, a-t-elle dit. Camille Thornton. Le réceptionniste a vérifié le système. Êtes-vous de la famille? Oui. Votre nom? Margaret Aldridge. On lui a remis un badge de visiteur. Elle a pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Elle a marché dans le couloir jusqu'à atteindre la chambre 508. Puis elle s'est arrêtée. Elle n'est pas entrée. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas appelé d'infirmière. Elle s'est tenue devant la porte vitrée et m'a regardé pendant près de 2 heures. La caméra du couloir de l'unité de soins intensifs a tout enregistré. 8h20 du soir. Une femme dans un manteau bleu marine, aux cheveux auburn striés de gris, au milieu de la cinquantaine, s'arrête devant la chambre 508. 8h35 du soir. Toujours debout, sa main est pressée à plat contre la vitre. 9h15 du soir. Rosa s'approche. La femme secoue la tête. Rosa s'éloigne. 9h48 du soir. Elle s'assoit sur la chaise du couloir, mais ne détourne pas les yeux de la vitre. 10h12 du soir.
Elle tient quelque chose. Rosa ne pouvait pas distinguer ce que c'était depuis le poste des infirmières. Plus tard, elle s'est rendue compte que c'était une petite couverture tricotée, jaune pâle, le genre que l'on ferait pour un nouveau-né. 10:19 du soir. Elle est partie. Rosa s'était approchée d'elle une fois à 9:15. Madame, voudriez-vous entrer? La femme avait secoué la tête. Ses yeux étaient rouges. Non, j'ai juste besoin de savoir qu'elle respire. Êtes-vous de la famille? Une pause. Quelque chose s'est brisé sur son visage. Oui, a-t-elle chuchoté. Je suis de la famille. Elle est revenue la nuit suivante. 7:45 du soir. Même manteau bleu marine. Cette fois, elle a apporté un livre. Elle s'est assise sur la chaise du couloir et a lu. Toutes les quelques pages, elle levait les yeux vers ma chambre. À 9:30, elle a fermé le livre. Elle s'est levée. Elle a marché jusqu'à la porte. Elle est entrée. Rosa a observé depuis le poste. La femme a tiré la chaise de visiteur près de mon lit. Elle s'est assise. Elle a placé la couverture jaune au pied de mon lit, soigneusement pliée. Puis elle a tendu la main et a touché ma main. Juste un instant, juste le bout de ses doigts sur mes jointures. Rosa a vu ses lèvres bouger. Elle n'a pas pu entendre ce que la femme a dit. Plus tard, elle a demandé. La femme a juste souri, triste et fatiguée, et a secoué la tête. Rosa a fait une note dans mon dossier. Visiteuse Margaret Aldridge a déclaré, ma fille en entrant. Vérifiez la relation. Le dossier de la patiente indique que la mère est Lorraine Thornton. Elle a essayé d'appeler ma mère pour vérifier. Pas de réponse. Elle a essayé de nouveau. Message vocal. Une troisième fois. Rien. Rosa a ouvert le registre des visiteurs ce soir-là. 15 novembre, Margaret Aldridge, de 8:20 du soir à 10:19 du soir. 16 novembre, Margaret Aldridge, de 7:45 du soir à 11:00 du soir. Aucun autre nom. Pas de Lorraine Thornton, pas de Richard Thornton, pas de Nathan Thornton. Juste Margaret Aldridge. Une femme dont aucun de nous n'avait jamais entendu parler. Une femme qui disait être ma mère. Le matin du 17 novembre, le docteur Abernathy a trouvé ce dont il avait peur. Un vasospasme. Les vaisseaux sanguins de mon cerveau se contractaient. Sans intervention chirurgicale d'urgence, j'avais 35% de chances de subir des dommages permanents et un risque réel de ne pas survivre du tout. L'opération coûterait $78 000. Ils avaient besoin du consentement de la famille. Rosa a appelé ma mère pour la 9e fois depuis mon admission. Quelqu'un a répondu. Allô? La voix de ma mère était enjouée, détendue. En arrière-plan, des tintements de verre, des rires et de la musique. Silence. Puis, l'assurance ne peut-elle pas s'en occuper? En arrière-plan, je pouvais entendre Nathan crier quelque chose à propos de tournées de verre. Madame Thornton, a dit Rosa prudemment. Votre fille est dans le coma. Elle ne peut pas s'en occuper elle-même. Nous avons besoin de la famille. Envoyez-moi simplement le formulaire de consentement par courrier électronique. Je le signerai électroniquement. Envoyez la facture à l'adresse de Camille. Elle a des économies. Elle gagne bien sa vie. Rosa m'a dit qu'elle a dû poser le téléphone un instant après cet appel. Elle est allée dans la réserve et y est restée pendant 2 minutes à respirer. À 3:15 de l'après-midi, un virement bancaire est arrivé dans le système de facturation de l'hôpital. Rachel Torres, la coordinatrice de la facturation, l'a vu en premier. $214 000 de la fiducie familiale Aldridge au centre médical presbytérien de Denver. Motif, paiement intégral. Patiente Camille Thornton, chambre 508. Anonyme. Ne pas divulguer à la patiente ou à la famille. $214 000. La facture entière. Soins intensifs. Chirurgie. Convalescence. Le moindre frais. Payé en totalité. Rachel a appelé le numéro joint au virement. Une femme a répondu. Calme. Mesuré. Ici Margaret Aldridge. Mademoiselle Aldridge.
J'appelle pour confirmer votre paiement pour la patiente Camille Thornton. C'est confirmé. Je dois vérifier votre lien de parenté avec la patiente. Une pause. Je suis sa mère. Rachel a regardé le dossier. Madame, nos dossiers indiquent que la mère de la patiente est Lorraine Thornton. Une pause plus longue. Il y a plus d'une façon d'être la mère de quelqu'un, Mademoiselle Torres. Veuillez traiter le paiement et assurez-vous que Camille reçoive l'opération dont elle a besoin. Je ne veux pas qu'elle le sache. Pas encore. À 5h30 de l'après-midi, ma mère a envoyé le formulaire de consentement signé par courrier électronique depuis Aspen. Note jointe, j'ai signé. Veuillez envoyer tout solde restant à ma fille, Camille Thornton. Elle gagne un bon salaire et peut s'en occuper. Nous serons de retour lundi. Elle n'a pas posé de questions sur l'opération. Elle n'a pas demandé si j'allais survivre. Rachel a lu le courrier électronique. Puis elle a regardé la confirmation de paiement déjà dans le système. 214 000 $ payés en totalité par quelqu'un qui ne voulait aucune reconnaissance. Elle a cliqué sur répondre. Madame Thornton, le solde du compte a été réglé en totalité. Il ne reste aucun frais. Elle n'a pas donné d'explication. Laissant Lorraine se poser des questions. Margaret Aldridge s'est assise dans la salle d'attente chirurgicale de 5h45 du matin jusqu'à 11h15 du matin. Le 18 novembre, elle n'a pas lu. Elle n'a pas vérifié son téléphone. Elle est restée parfaitement immobile, tenant cette couverture jaune pour bébé sur ses genoux, la lissant encore et encore avec ses pouces. Rosa est passée par là pendant sa pause. Elle a vu Margaret assise seule, fixant le mur du fond. Elle a vu la couverture. De près, Rosa a remarqué quelque chose brodé dans un coin. De petites lettres presque effacées. CA. Pas CT. Pas Camille Thornton. CA. Le docteur Abernathy est sorti à 11h08 du matin. L'opération a réussi. Elle est stable. Elle devrait reprendre conscience d'ici 24 à 48 heures. Margaret s'est levée. Elle a légèrement vacillé. Merci, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot. Voudriez-vous la voir en salle de réveil? Margaret a hésité. Elle a baissé les yeux vers la couverture dans ses mains. Non, elle devrait voir sa famille en premier à son réveil. Le docteur Abernathy avait l'air confus. Madame, vous avez été ici chaque nuit sans exception. Vous êtes sa famille. Margaret a souri. Pas le genre de famille qu'elle connaît. Elle a mis la couverture dans son sac, a mis son manteau et est sortie. Elle n'est pas restée pour me voir me réveiller. Plafond blanc, lumière fluorescente, le bip régulier d'une machine comptant les battements de mon cœur. J'étais en vie. J'ai tourné la tête. Tout me faisait mal. J'ai regardé la chaise à côté de mon lit. Vide. Pas de famille dormant dans des positions inconfortables, pas de fleurs, pas de cartes, pas de ballons. Mais au pied de mon lit, une petite couverture jaune pliée avec soin. Et sur la table de chevet, un livre que je n'avais jamais vu auparavant. Le jardin secret par Frances Hodgson Burnett, couverture rigide, vieux mais aimé, le dos cassé à une douzaine d'endroits. Je ne possédais pas ce livre. Rosa est entrée. Mademoiselle Thornton, vous êtes réveillée. Depuis combien de temps? 9 jours. Vous avez eu un anévrisme, puis une opération pour un vasospasme. Vous vous en êtes sorti. 9 jours. Où est ma famille? L'expression de Rosa a changé. Elle s'est affairée avec ma perfusion. Votre famille est à Aspen. Ils seront de retour lundi. Aspen. La fête de fiançailles de Nathan. J'avais payé le lieu. 6500 $ d'acompte. Et il n'était pas revenu. La couverture, ai-je dit. Le livre. D'où viennent-ils? Rosa s'est assise à côté de moi. Il y avait une femme. Elle est venue chaque nuit. Quelle femme? Elle a dit qu'elle était votre mère. Ma mère est à Aspen. Cette femme n'était pas Lorraine Thornton. Elle a donné un nom différent. Elle est venue chaque nuit pendant 9 jours. La première nuit, elle s'est tenue devant votre porte pendant près de 2 heures, juste à vous regarder à travers la vitre. J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine.
Quel était son nom? Rosa m'a tendu la tablette. Elle a signé le registre des visiteurs chaque nuit. Je l'ai pris avec des mains qui fonctionnaient à peine. 15 novembre, Margaret Aldridge, de 8.20 du soir à 10.19 du soir. 16 novembre, Margaret Aldridge, de 7.45 du soir à 11.00 du soir. 17 novembre, Margaret Aldridge, de 7.30 du soir à 11.45 du soir. 18 novembre, Margaret Aldridge, de 6.00 du soir à 1.30 du matin. 19 novembre, Margaret Aldridge, de 7.00 du soir à 12.15 du matin. Du 20 au 23 novembre. Chaque nuit, Margaret Aldridge, des heures et des heures et des heures. Pas de Lorraine, pas de Richard, pas de Nathan, juste Margaret Aldridge. Chaque nuit sans exception. Qui est Margaret Aldridge, ai-je chuchoté. Rosa m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas nommer. Elle a dit, c'est votre mère. J'ai demandé à Rosa de m'apporter un ordinateur portable. J'ai tapé avec des mains qui tremblaient tellement que je devais utiliser un doigt à la fois. Margaret Aldridge, Denver, Colorado. Les résultats se sont affichés. Mon souffle s'est arrêté. Margaret Aldridge, 56 ans, fondatrice et directrice générale de Aldridge Architecture Paysagère, un cabinet boutique, pas massif, mais respecté. 30 employés. Connu pour la conception de parcs publics et de jardins communautaires à travers le Colorado et le Sud-Ouest. Il y avait une photo. Une femme aux cheveux auburn striés de gris. Debout devant un jardin qu'elle avait conçu. Elle souriait. Elle avait les yeux verts. J'ai les yeux verts. Ma mère a les yeux marrons. Mon père a les yeux marrons. Nathan a les yeux marrons. D'où viennent tes yeux verts, Camille, m'avait demandé ma tante une fois à l'Action de grâce quand j'avais 14 ans. Ma mère avait mis fin à cette conversation si vite que la table était devenue silencieuse. J'ai regardé le visage de Margaret Aldridge sur l'écran. La même ligne de mâchoire que la mienne, le même front haut, le même nez légèrement de travers que j'avais toujours détesté dans le miroir. J'ai continué à chercher. Bourse d'architecture communautaire Aldridge, le site web d'une fondation. Propre, simple. J'ai cliqué sur la page des bourses. Bénéficiaires. Camille Monsieur Thornton, Université du Colorado, maîtrise en architecture, 2015. Camille Monsieur Thornton, Université du Colorado, baccalauréat en architecture, 2014. J'ai fixé mon propre nom, la bourse, celle que j'ai obtenue lors de mon avant-dernière année. Celle qui a payé mes 2 dernières années de premier cycle et l'intégralité de mon diplôme de maîtrise. Celle que je croyais provenir du fonds de diversité de l'université. Pas d'entretien, pas de dissertation, pas d'explication. Celle que ma mère a toujours détestée. Ne pense pas que cette bourse te rend spécial. Plein de gens font des études gratuitement. Ça ne veut pas dire que tu es meilleur que Nathan. Ce n'était pas l'université. C'était Margaret Aldridge. J'ai ouvert le livre sur ma table de chevet. Le jardin secret. Sur la couverture intérieure, dans une écriture soignée, pour ma fille. Chaque jardin commence par une seule graine plantée avec foi. Emma. La couverture. Je l'ai ramassée. Jaune pâle, douce, tricotée à la main, la broderie dans le coin. CA. Pas c'était. Camille Aldridge. C'était censé être mon nom. J'ai appelé mon cabinet. Derek a répondu. Camille, tu es réveillée. Dieu merci. Nous devenions fous. Derek, je dois te demander quelque chose. Le projet de la tour Matsuda. Qui a approuvé que Ridgewell le prenne en charge? Comment ça? Qui a amené le client? Était-ce Craig? Était-ce externe? Il a fait une pause. En fait, maintenant que tu en parles, la mise en relation s'est faite par l'intermédiaire d'un cabinet d'architecture paysagère qui était consultant pour les espaces extérieurs. Aldridge Paysage. Pourquoi? J'ai fermé les yeux. Ma mère est entrée à l'hôpital presbytérien de Denver à 10h15 du matin le lundi. Je n'étais pas là pour le voir. Rosa m'a tout raconté et les caméras ont enregistré le reste. Lorraine Thornton avait l'air reposée, bronzée, même si Aspen en novembre est froid.
Elle portait un pull en cachemire crème et transportait des sacs de courses de 2 magasins différents. Elle a marché jusqu'à la réception comme si elle s'enregistrait dans un hôtel. Je suis ici pour ma fille. Camille Thornton, chambre 508. Je dois organiser la sortie. Le réceptionniste, un jeune homme nommé James, a ouvert mon dossier. Laissez-moi d'abord vérifier le compte, Madame Thornton. Le compte? Envoyez simplement la facture à Camille. Elle peut s'en occuper. J. Am a regardé l'écran. Madame, le compte a été réglé en totalité. Solde à 0. Comment ça réglé? Par l'assurance? Ma mère s'est immobilisée. Chaque partie d'elle, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Quel membre de la famille? Je ne suis pas autorisé à partager cela. Le donateur a demandé l'anonymat. Donateur? Personne dans notre famille n'a ce genre d'argent. Laissez-moi voir le registre des visiteurs. James lui a tendu la tablette. 15 novembre, Margaret Aldridge. 16 novembre, Margaret Aldridge. 17 novembre, Margaret Aldridge. 18 novembre, Margaret Aldridge. 9 nuits. Pas de Lorraine Thornton. Pas de Richard Thornton. Pas de Nathan Thornton. James m'a dit plus tard que la couleur a quitté son visage comme si on avait retiré un bouchon. La tablette a glissé de ses mains et il a dû la rattraper. Elle n'a pas bougé pendant 30 bonnes secondes. Elle est juste restée là, regardant dans le vide, la bouche légèrement ouverte. Margaret, a-t-elle chuchoté. Oh mon Dieu, Margaret. Elle connaissait ce nom. Ma mère a marché dans l'aile des soins intensifs comme si elle marchait dans l'eau. Lente, lourde. Ses mains tremblaient. Elle a tourné au coin et s'est arrêtée. Assise sur la chaise du couloir devant la chambre 508 se trouvait Margaret Aldridge. Lisant un livre, attendant. Margaret a levé les yeux. Leurs regards se sont croisés. 31 ans. C'était le temps qui s'était écoulé. Margaret s'est levée lentement. Elle ne s'est pas approchée. Elle est juste restée là, attendant, de la même manière qu'elle avait attendu devant ma porte vitrée pendant 9 nuits. Lorraine, a-t-elle dit. La voix de ma mère est sortie brisée. Margaret, tu ne peux pas être ici. L'expression de Margaret n'a pas changé, mais sa voix portait quelque chose de lourd et de tranchant. 31 ans, Lorraine. 31 ans que tu as éloigné ma fille de moi. 31 ans que j'observe de loin. Chaque spectacle d'école, chaque remise de diplôme, chaque anniversaire, auquel je n'ai jamais été invité. Et cette semaine, 9 nuits d'affilée, je me suis assise sur cette chaise parce que personne d'autre n'était là. Pas toi, pas ton mari, pas ton fils, personne. Elle a fait un pas en avant. Tu étais à Aspen pour donner une fête avec l'argent que Camille a gagné pendant qu'elle était en train de mourir dans cette chambre. La bouche de ma mère s'est ouverte. C'est fermé. Aucun son. Je suis resté à l'écart parce que tu me l'as dit. La voix de Margaret était stable, contrôlée, et dévastatrice pour cette raison. Je suis resté à l'écart parce que tu as dit que cela la rendrait confuse. Parce que tu as dit qu'elle avait une famille. Parce que tu as dit qu'elle était aimée. Elle a regardé ma mère avec une expression au-delà de la colère. Elle n'a jamais été aimée, Lorraine. Elle a été utilisée. Tu as transformé ma fille en un compte bancaire pour une famille qui n'est même pas la sienne. Et quand elle a enfin eu besoin de quelqu'un, tu as choisi une fête. Margaret, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. J'en ai fini d'attendre devant la vitre. Margaret l'a dit doucement, comme un fait. Comme la gravité. Aujourd'hui, je franchis la porte. Elle s'est retournée et a marché vers ma chambre. Ma mère est restée seule dans le couloir, figée. J'étais assise dans le lit quand ma mère a fait irruption par la porte 5 minutes après que Margaret soit entrée. La scène dans laquelle elle est entrée a dû briser quelque chose en elle. Margaret Aldridge était assise sur la chaise à côté de mon lit. Ma hand reposait près de la sienne sur la couverture. Nous n'avions pas encore beaucoup parlé. Nous étions encore en train d'apprendre à respirer dans la même pièce. Ma mère a regardé Margaret, puis moi, puis la couverture jaune. Son visage s'est froissé. Camille, nous devons parler seuls.
J'ai regardé au-delà d'elle, puis je suis revenu à Margaret. Qui est-elle, maman? Silence. Le genre de silence qui est plus bruyant que n'importe quelle réponse. Qui est Margaret Aldridge? Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Elle s'est assise lourdement sur l'autre chaise. C'était en 1993, a-t-elle chuchoté. J'avais 25 ans. J'ai fait une erreur. Une erreur. Je l'aimais. La voix de ma mère s'est brisée sur le mot. Margaret et moi, nous étions ensemble pendant 2 ans, mais mes parents, tes grands-parents, ils m'auraient renié. C'était une époque différente. Je ne pouvais pas. Elle a essuyé son visage avec le dos de sa main. J'ai découvert que j'étais enceinte par fécondation in vitro. Margaret et moi l'avions planifié ensemble. C'était censé être notre famille. Mais quand j'étais à 4 mois de grossesse, j'ai paniqué. Mes parents faisaient pression sur moi à propos de Richard. Il avait un bon travail, une maison, une bague. Il était sûr. Il était normal. Il était ce que tout le monde attendait. Alors, tu l'as quitté. J'ai choisi de survivre, a dit Lorraine, de la même manière qu'elle a dû se le dire 1000 fois. Tu as choisi de mentir, ai-je dit. J'ai choisi une vie où ma fille ne serait pas harcelée, ne serait pas différente, n'aurait pas à s'expliquer. Tu as choisi une vie où ta fille a tout payé. Où elle a financé les échecs de ton fils et les passe-temps de ton mari et tes vacances. Où elle s'est tuée à la tâche jusqu'à faire un anévrisme cérébral à 31 ans. Je l'ai regardée. C'est la vie que tu as choisie pour moi. Camille. 23 600 $. Maman, en 7 ans, chaque fois que Nathan avait besoin de quelque chose, tu m'as appelé. Chaque fois qu'il y avait une crise, tu m'as appelé. Et pendant tout ce temps, tu me détestais d'exister parce que chaque fois que tu me regardais, tu la voyais. J'ai fait un signe de tête vers Margaret. Tu m'as puni parce que je te rappelais la vie que tu avais jetée. Ce n'est pas. Et le pire. Ma voix tremblait. Le pire, c'est qu'elle était là pendant tout ce temps, à payer pour mon éducation, à s'assurer que j'avais des opportunités, à s'asseoir devant ma chambre d'hôpital chaque nuit sans exception pendant 9 jours parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas le droit d'entrer. Elle m'a apporté une couverture de bébé avec le nom que tu ne m'as jamais laissé avoir. C.A. Camille Aldridge. J'ai regardé le couloir vide derrière ma mère. Tu es allée à Aspen, maman. Elle est restée. Silence. Je n'avais pas le choix, a dit ma mère. Tu avais le choix. Tu as toujours eu le choix. En 1993, tu as choisi de fuir. La semaine dernière, tu as choisi Aspen. Tu as choisi Nathan. Tu as toujours choisi tout le monde sauf moi. Camille, s'il te plaît. J'ai besoin que tu partes. Quoi? Quitte ma chambre. Rentre chez toi. Dis-le à papa. Dis-le à Nathan. Et ne m'appelle plus jamais pour demander de l'argent. Plus jamais. Tu ne peux pas penser cela. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Après tout ce que tu as fait pour moi. J'ai presque ri. Tu n'as rien fait pour moi, maman. Tout m'a été pris pendant 31 ans. Et la seule personne qui m'a réellement donné quelque chose, tu l'as effacée. Ma mère s'est levée lentement. Elle a regardé Margaret. Margaret l'a regardée en retour. Quoi qu'il se soit passé entre elles à ce moment-là, c'était profond de 31 ans, et je n'en faisais pas partie. Ma mère est sortie. Elle n'a pas dit au revoir. Je l'ai regardée franchir la porte vitrée, son reflet rétrécissant dans le couloir jusqu'à disparaître. Puis je me suis tourné vers Margaret. Aucune de nous n'a parlé pendant un long moment. Je ne sais pas comment faire ça, a-t-elle finalement dit. Sa voix était rauque. Elle s'était retenue pendant 9 jours ou 31 ans. C'était la même chose. Commence par la couverture, ai-je dit. Elle a baissé les yeux sur le tricot jaune sur ses genoux. Je l'ai faite quand Lorraine était enceinte de 5 mois. Jaune pâle parce que nous ne savions pas encore. J'ai brodé tes initiales. C.A. Camille Aldridge. C'était censé être ton nom. Elle a passé son pouce sur les coutures. Je l'ai fini 2 jours avant qu'elle ne parte. Elle a tout pris quand elle est partie. Les photos des échographies, les plans pour la chambre de bébé, l'avenir que nous avions construit.
Mais elle a laissé la couverture. Je pense qu'elle n'a pas pu se résoudre à la prendre. Ou peut-être qu'elle a juste oublié. Quoi qu'il en soit, je l'ai gardée pendant 31 ans dans le tiroir du haut de ma commode. En attendant. La bourse, ai-je dit. C'était vous? Elle a hoché la tête. 2014. Je t'observais de loin depuis des années. Quand tu as choisi l'architecture, j'ai presque perdu la tête. Tu as choisi mon domaine. Tu ne me connaissais même pas et tu as choisi mon domaine. Elle a souri à travers ses larmes. Et le projet Matsuda, Ridgewell et Associés. Elle a regardé ses mains. Aldridge Paysage était consultant pour les espaces extérieurs. Quand j'ai vu que tu y travaillais, je me suis assuré que la mise en relation se fasse. Non pas parce que je pensais que tu avais besoin d'aide. J'avais vu tes créations. Tu es brillante, Camille. Je voulais juste être près de toi. Même un degré de séparation valait mieux que rien. Et les 214 000 $. Ça, c'était facile. Tu étais en train de mourir. Quelqu'un devait payer. Vous auriez pu vous éloigner. Elle m'a regardé avec ses yeux verts. Mes yeux. Je me suis éloigné une fois en 1993. Quand Lorraine m'a dit qu'elle épousait Richard. Quand elle a dit que je ne te verrai jamais. Quand elle a menacé de dire à tout le monde que j'étais instable, dangereuse, inapte. Je me suis éloigné parce que je pensais que c'était ce dont tu avais besoin. Sa voix s'est brisée. Je ne m'éloignerai plus jamais. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. C'est à toi de décider, a-t-elle dit. J'ai attendu 31 ans. J'attendrai plus longtemps s'il le faut. Je retournerai me tenir devant la vitre si c'est ce que tu veux. Est-ce ce que tu veux? Non. Elle a secoué la tête. Je veux savoir quel est ton repas préféré. Je veux savoir ce qui te fait rire. Je veux te montrer les jardins que j'ai construits. Je veux t'inviter à dîner. Je veux être la personne que tu appelles quand tout s'effondre. Elle a fait une pause. Mais je sais que c'est compliqué. Je sais que tu as une mère. Je sais que je suis une étrangère à bien des égards. Je sais qu'il n'y a pas de réponse simple. J'ai regardé cette femme. Cette étrangère qui avait payé pour mon éducation sans jamais me le dire, qui avait orienté des opportunités vers moi juste pour être près de moi, qui s'était tenue devant ma chambre d'hôpital en tenant une couverture de bébé de 31 ans parce qu'elle avait peur d'avoir perdu le droit d'entrée. Puis j'ai regardé le couloir vide, la direction que ma mère avait prise toute ma vie. J'ai pensé que l'amour était quelque chose qu'il fallait acheter, ai-je dit. J'ai payé les factures de ma famille. J'ai financé leur voyage. Je leur ai tout donné et ils m'ont quand même laissé ici seul. Je me suis retourné vers Margaret. Vous ne me deviez rien. Vous ne saviez même pas si je voudrais de vous ici. Et vous vous êtes présenté chaque nuit sans exception. J'ai tendu la main. Voulez-vous vous asseoir? Je veux dire, vraiment vous asseoir. Pas dans le couloir. Pas derrière la vitre. Ici. Margaret a approché la chaise. Elle s'est assise. Elle a pris ma main. La couverture jaune reposait entre nous sur le lit. Pour la première fois en 31 ans, elle était du bon côté de la vitre. J'ai obtenu mon congé le 27 novembre. Margaret m'a ramené à la maison en voiture. Nous n'avons pas beaucoup parlé dans la voiture. Il y avait trop de choses à dire et aucune urgence à les dire. Nous avions 31 ans de silence à combler et tout le temps du monde pour le faire. Le projet de la tour Matsuda a été lancé comme prévu. Derek avait maintenu les choses en ordre pendant mon absence. Le client était ravi. Mon cabinet m'a promu associé partenaire le 5 décembre. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais quelque chose qui était vraiment à moi. La fête de fiançailles de Nathan a eu lieu à Aspen sans moi, sans mon argent. Les parents de Kendra ont couvert le reste du lieu. Mais pendant tout le voyage, Nathan était distrait, m'envoyant des messages d'excuses que je n'ai pas lus. Kendra l'a remarqué. Ils se sont disputés pendant tout le vol de retour. Les fiançailles ont duré 3 semaines de plus avant qu'elle ne les annule. Elle a dit à Nathan qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un dont la famille avait abandonné sa propre sœur dans un hôpital pour organiser une fête. Ma mère m'a appelé 4 fois le 10 décembre. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Camille, s'il te plaît.
Ton frère est dévasté après tout ce que nous avons fait pour toi. Je l'ai supprimé après la première phrase. Après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Mon père a appelé une fois. Juste une fois. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, j'ai toujours su que quelque chose clochait. La façon dont ta mère te regardait parfois, comme si elle regardait un fantôme. Je n'ai jamais su à qui appartenait ce fantôme. Maintenant je le sais. Je suis désolé, Camille. J'aurais dû faire plus. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute. Il était une victime, lui aussi. Il était l'homme que Lorraine avait épousé parce qu'il était sûr, non pas parce qu'il était aimé. Il a déménagé le 15 décembre. J'ai rejoint Margaret pour un café le 20 décembre, puis un dîner le 23, puis le matin de Noël chez elle où elle a cuisiné beaucoup trop de nourriture et m'a montré le jardin qu'elle construisait dans son jardin arrière depuis 20 ans. Chaque plante étiquetée avec une petite plaque en métal. Une section dans le coin le plus éloigné avait été plantée l'année de ma naissance. De la lavande et de la sauge et un seul épinette bleu du Colorado, mesurant à peine un pied en 1993, maintenant plus grand que nous deux. Je l'ai planté la semaine où Lorraine est partie, a dit Margaret. J'avais besoin de quelque chose dont prendre soin. Elle a sorti une boîte de son placard. À l'intérieur se trouvaient 31 cartes d'anniversaire écrites mais jamais envoyées, une pour chaque année. La première de 1993, écrite d'une écriture tremblante le jour de ma naissance. Joyeux anniversaire, ma Camille. Je ne sais pas si tu liras un jour ceci, mais j'ai besoin que tu saches que tu étais désiré. Tu étais planifié. Tu étais aimé avant même d'exister. Et où que tu sois, quel que soit le nom qu'ils t'ont donné, tu seras toujours ma fille. J'ai lu les 31 cartes ce matin de Noël. Cela a pris 2 heures. À la fin, la boîte était mouillée de larmes, et aucune de nous deux ne s'en souciait. Les gens disent que le sang est plus épais que l'eau. Mais la citation complète, celle que personne ne termine, est le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus. Ma famille par l'eau m'a laissé dans un hôpital pour mourir pendant qu'ils allaient à une fête. Ils m'ont pris $23 000 en 7 ans. Ils m'ont traité comme une carte de crédit avec un battement de cœur. Et quand j'ai finalement dit non, ils m'ont effacé. Une étrangère, une femme que je n'avais jamais rencontrée, s'est tenue devant ma porte vitrée chaque nuit pendant 9 jours parce qu'elle pensait avoir perdu le droit d'entrer. Elle a payé pour mon éducation. Elle a guidé ma carrière. Elle a tricoté une couverture avec le nom que j'étais censé avoir et l'a gardé dans son tiroir pendant 31 ans. Elle a payé $214 000 pour me sauver la vie et a demandé à l'hôpital de garder son nom secret. Qu'est-ce que la famille? Sont-ce les personnes qui vous ont élevé mais ne vous ont jamais vu? Ou la personne qui n'a jamais été autorisée à franchir la porte mais qui n'a jamais cessé d'essayer de vous joindre? Ma mère a choisi Aspen pendant que je mourais. Margaret a choisi de rester chaque nuit sans exception même lorsqu'elle croyait que je pourrais ne jamais le savoir. Si vous êtes dans une famille qui vous traite comme une obligation, qui prend tout et ne rend rien. Qui vous oblige à gagner un amour qui aurait dû être le vôtre dès le début. Je veux que vous vous posiez une question. Qui se tient devant la porte vitrée de votre vie en attendant qu'on le laisse entrer? Et qui est déjà parti pour l'aéroport? La réponse pourrait tout changer. Camille Aldridge Thornton, décembre 2025.